Bien, bah, j'espère que vous m'entendez tous et toutes. Merci, bonjour à tous, merci Monsieur le Président, merci Marc. Je déplore encore une fois de ne pas pouvoir être présent, mais les procédures réglementaires sont telles qu'on s'y plie. Et on va tenter donc de faire cette présentation comme si j'étais sur place, et notamment aussi pour des questions si jamais il y en avait. Donc, c'est l'impact finalement en pratique clinique des données de survie globale aujourd'hui et désormais disponibles des inhibiteurs de CD4/6 en phase avancée des patientes avec tumeur RH+R2-. Donc là, vous pouvez constater mes liens d'intérêt. Et je vous rappelle, avant même qu'on parle de survie globale, que si le cancer du sein, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive au niveau donc, des données épidémiologiques mondiales, reste un cancer extrêmement fréquent, il est au même titre en termes de prévalence que le cancer du poumon. En termes de mortalité, et heureusement, il reste bien plus faible que les cancers du poumon ou les cancers digestifs, mais il n'en reste pas moins que 12 000 femmes chaque année, malheureusement, mourront de leur cancer du sein, ce qui fait environ une femme par heure, et ça reste dans un associé à une mortalité inacceptable et pour laquelle il est légitime et toujours utile d'essayer d'améliorer ces résultats. Alors, vous le savez, nous disposons déjà depuis un certain nombre d'années de données de survie globale pour ces patientes, je le répète, en phase avancée d'une tumeur donc RH+R2-, de données de survie globale. En fait, les données les plus récentes en termes d'études randomisées datent déjà d'il y a presque 20 ans. C'était les études qui avaient comparé en termes d'hormonothérapie les inhibiteurs de l'aromatase au tamoxifène. Et ces études montraient que finalement, la durée médiane de survie globale était aux alentours, comme vous pouvez le voir ici, de 39 à 40 mois. Ces données en vraie vie ont été confirmées par la grande cohorte ESME, qui est une cohorte de patientes traitées en vraie vie, patientes uniquement traitées dans les centres anticancéreux, et qui nous donnait des chiffres à peu près comparables en termes de survie globale, c'est-à-dire environ 40 à 44 mois. Et ça, c'est les chiffres qu'on a déjà depuis, je le répète, pratiquement 15-20 ans. Très récemment, Suzette Delaloge de l'Institut Gustave Roussy a pu présenter il y a une quinzaine de jours les données actualisées de cette cohorte ESME, et qui nous montre que ces taux de survie, de médiane de survie, ont désespérément non évolué depuis environ plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'en dépit d'une prise en charge probablement plus optimale, en dépit des différentes thérapeutiques évaluées au cours donc, des 10 dernières années, la médiane de survie reste désespérément stable aux alentours de 43 mois, du moins jusqu'à la date de cut-off de ces données, c'est-à-dire 2016. On n'a pas encore les données de 2017, 2018, 2019, et je vous rappelle que ces données correspondront justement à l'utilisation des inhibiteurs de cycline CD4/6 en matière de survie. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les chiffres en matière de survie globale de ces cancers du sein avancés RH+R2- ne semblent guère avoir évolué avant l'ère de ces inhibiteurs. En fait, un peu différemment, on s'aperçoit que les seules femmes ayant eu un vrai bénéfice, un vrai impact clinique des nouvelles thérapeutiques en matière de survie globale jusqu'en 2016, c'est les patientes avec tumeurs surexprimant R2, où là, le bénéfice clair donc, en termes de survie globale est net. Alors finalement, quels sont les nouveaux traitements aujourd'hui évalués en matière de cancer du sein et sur lesquels on espère impacter la survie globale? Je ne reviendrai pas donc sur les anti-R2, mais sachez que de nouvelles thérapies anti-R2, notamment les anticorps conjugués, mais aussi les nouvelles molécules inhibiteurs de tyrosine kinase comme le tucatinib, ont déjà montré dans des études randomisées une petite amélioration de la survie globale. On espère donc qu'on fera encore mieux. En revanche, et c'est un peu plus, je dirais, un petit peu plus décevant, on a vu justement il y a 15 jours que l'immunothérapie, notamment des corps triple négative, n'améliore pas la survie globale. Et donc là, il y a une certaine déception sur ce à quoi on s'attendait il y a encore quelques mois. De la même façon, les inhibiteurs de PARP pour les patientes mutées, si ces molécules impactent la survie sans progression, elles n'impactent pas aujourd'hui, en tout cas, la survie globale. Qu'en est-il pour justement ces patientes RH+R2- avec, comme vous le savez, de nouvelles molécules impliquées dans les voies d'hormonorésistance, que ce soit la voie
PI3K ou la voie CD4-6, c'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant. Donc, les inhibiteurs de cycline, vous le savez, interviennent évidemment dans la voie de signalisation œstrogénodépendante. On ne va pas revenir sur les bases moléculaires et biomoléculaires de leur mécanisme d'action, mais ces inhibiteurs de cycline interviennent donc en aval au moment de l'entrée en cycle et ont constitué une véritable évolution, en tout cas, dans la prise en charge des patientes donc, dont la tumeur est hormonodépendante. On va aller vite là-dessus, pardonnez-moi, il y a une animation. On en a trois, en fait, des inhibiteurs de cycline, vous le savez, aujourd'hui évalués dans des programmes assez larges, qui sont les programmes avec de très jolis noms, d'ailleurs assez séduisants, Monarch, Paloma, Mona Lisa. Donc, vous avez l'abémaciclib, le palbociclib et le ribociclib, qui sont des molécules structurellement assez proches, même s'il existe des différences qui pourraient finalement s'avérer, au vu des résultats récents, assez significatives. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des molécules assez proches avec 3 développements. Alors, on ne reviendra pas sur les résultats déjà dévoilés depuis plus de 2 ans avec l'utilisation de ces inhibiteurs en termes de survie sans progression, qui est l'un, mais pas l'un des critères d'efficacité donc de ces thérapeutiques. Vous le savez qu'au sein des 7 essais de phase 3 ayant inclus près de 5000 patientes, eh bien, on retrouve de manière reproductible un avantage statistiquement significatif à l'utilisation en phase avancée de ces inhibiteurs de cycline en association avec l'hormonothérapie que nous faisions il y a encore 3 ans seuls. Que ça soit dans des formes dites hormonosensibles, pour être très simple, il s'agit de patientes jamais pré-traitées par hormonothérapie pour leur phase avancée ou qui développent une phase secondaire métastatique à distance de la fin de leur traitement adjuvant, ou que ce soit dans les formes dites hormonorésistantes, c'est-à-dire des patientes qui malheureusement rechutent alors qu'elles sont sous traitement hormonothérapique adjuvant ou qui progressent alors qu'elles ont déjà une ligne d'hormonothérapie seule. Quoi qu'il en soit, ces résultats étaient assez spectaculaires, puisqu'on doublait ou presque à chaque fois avant progression de la maladie, avec des médianes très intéressantes de l'ordre de 24, 28, parfois même 30 mois, donc à associer un inhibiteur de cycline à l'hormonothérapie. Donc tous ces essais ont été publiés, on les connaissait, et ils ont installé ces molécules en standard de première intention avec un partenaire d'hormonothérapie qui dépendra de l'hormonorésistance, donc dans la prise en charge de ces patientes en phase avancée. Alors qu'est-ce qu'il en est en termes de survie globale? Alors pour être très clair sur ces 7 grandes études de développement, vous en avez 3 dont on n'a pas encore les résultats et qu'on attend donc avec impatience. Ces premiers résultats vont probablement arriver assez rapidement, mais pour l'instant on ne les a pas, et qui correspondent à des études chez des patientes hormonosensibles traitées en première ligne thérapeutique et avec la plupart du temps donc un inhibiteur de l'aromatase associé donc à un inhibiteur de cycline. Ce que l'on a en revanche déjà, et l'année 2019 a été très riche, puisque c'est surtout lors de cette année qu'on a eu les premiers résultats de survival, eh bien, ce sont les résultats au sein d'une population un peu différente, la plupart du temps hormonorésistante, à l'exception, on le verra, de l'étude Mona Lisa 3 et de l'étude Mona Lisa 7, avec des résultats en survie globale aujourd'hui donc disponibles et qui font vraiment évoluer et bouger les lignes en termes de traitement. Alors clairement, il y en a 3 qui sont positives et une qui est statistiquement négative. On va y revenir dans un instant. Bon, ces études, et ce n'est pas le but de cette présentation, ont des plans quand même assez similaires, de développement méthodologique. Sachez que la survie globale ne fut jamais l'objectif principal de ces études, c'était un objectif secondaire clé. C'est actuellement la règle, c'est actuellement typiquement toutes les études en phase avancée, c'est la PFS, c'est la survie sans progression comme critère principal, puis une séquence hiérarchique qui permet, lorsque l'amélioration en PFS est démontrée, de chercher un bénéfice en survie globale avec des tests statistiques de significativité statistique assez classiques et similaires. Les populations étaient un peu différentes dans ces études, on y reviendra. Donc, je vous rappelle, chez les patientes dont la tumeur est hormonorésistante, donc je le répète, soit elles rechutaient alors qu'elles étaient sous inhibiteurs de l'aromatase en situation adjuvante, ou alors elles progressaient après une première ligne d'hormonothérapie seule, on les connaît, ces résultats en survie sans progression. Ils sont similaires entre les 3 inhibiteurs de cycline, avec une réduction du risque de progression d'environ 0,6, tout à fait similaire et comparable entre les 3 études, en dépit d'ailleurs de populations différentes. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse là, c'était les résultats en termes de survie globale. Eh bien, on les a eus, ces résultats. En 2018, premier résultat, c'est les résultats avec le palbociclib.
Et le fulvestrant, il s'agissait de patientes donc hormonorésistantes, donc chez qui on changeait le partenaire d'hormonothérapie. Ce n'était plus un inhibiteur de l'aromatase, elles avaient progressé sous inhibiteur de l'aromatase. On leur donnait donc le fulvestrant à l'inhibiteur de cycline, en l'occurrence le palbociclib, et on comparait le devenir en termes de survie. A fait couler beaucoup d'encre puisqu'elle a été publiée dans New England en 2018 alors que c'est une étude statistiquement négative. Il faut que vous compreniez qu'il existait un avantage potentiellement numérique en termes de médiane de survie globale, mais statistiquement non significatif. Quoi qu'il en soit, les événements récents nous ont montré que même dans New England, on peut avoir parfois des surprises. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais ce qu'il en est, c'est que quels que soient les résultats, le message était là. Il était possible d'impacter l'histoire naturelle de ces tumeurs RH plus R2- avec un inhibiteur de cycline, même si cette étude doit être considérée comme négative, puisque n'atteignant pas la significativité statistique avec le palbociclib. Et puis, JAMA 2019, autre étude, cette fois-ci avec l'abemaciclib, dans une population également hormonorésistante. Là, en revanche, le signal est fort, le signal est clair. Il existe un gain en survie globale de 10 mois. Et cette fois-ci, c'est statistiquement significatif. Clairement, il y a un impact sur l'histoire naturelle du cancer du sein RH plus R2- à utiliser chez ces patientes un inhibiteur de cycline. En l'occurrence, dans cette étude, c'était l'abemaciclib dans une population très particulière, totalement hormonorésistante. Mais clairement, le signal là était cette fois-ci démontré. Et puis, on a deux autres études qui sont elles-mêmes publiées dans deux New England en 2019, cette fois-ci avec le ribociclib. L'une, Monalisa 7, on va y revenir, en première ligne hormonosensible chez des patientes non ménopausées. L'autre, Monalisa 3, en première ou deuxième ligne chez des patientes ménopausées, parfois hormonosensibles, parfois hormonorésistantes. C'est une population mixte. Voilà un petit peu les schémas. Quoi qu'il en soit, de revenir sur ces schémas d'études et de population, mais deux grandes études avec une population très particulière ici, puisqu'il s'agissait de patientes jeunes, non ménopausées, chez lesquelles d'ailleurs il y a encore quelques années nous étions plus favorables à la chimiothérapie et chez lesquelles donc finalement il avait été décidé en l'absence de crise viscérale de leur proposer une hormonothérapie avec le ribociclib versus la même hormonothérapie après les avoir bien sûr ménopausées chimiquement avec un analogue de LHRH. Et puis là il s'agissait de patientes plus classiques, mais comme il y avait encore une fois une population assez mixte, des patientes totalement hormonosensibles, parfois même jamais pré-traitées, donc des d'emblée métastatiques, et puis une partie, la moitié hormonorésistante. C'est toujours un petit peu plus complexe en termes de population. Quoi qu'il en soit, le message est le même. Dans ces deux études, avec des analyses préliminaires programmées, eh bien, la survie globale est clairement améliorée avec le ribociclib par rapport à la même hormonothérapie sans ribociclib, avec une réduction du risque de mortalité d'environ 30%, des médianes de survie globale qui ne sont pas encore parfaitement atteintes parce qu'il s'agissait d'analyses préliminaires stratifiées, préprogrammées, mais qu'on va bien sûr avoir dans les mois qui viennent. Quoi qu'il en soit, les résultats sont statistiquement solides, reproductibles, significatifs, donc un impact fort sur l'histoire naturelle de cette maladie, du fait de l'avantage démontré en survie globale, que ce soit des formes hormonosensibles, comme le montre cette courbe, avec toujours une réduction du risque de mortalité de 30%, ou que ce soit des formes hormonorésistantes, qu'importe, quel que soit le partenaire d'hormonothérapie, un résultat positif. Je vous ai mis cette petite diapositive aussi parce que classiquement, on pensait que l'hormonothérapie et les inhibiteurs de cycline pouvaient peut-être améliorer les choses, mais dans des formes sans localisation viscérale, agressive, relevant classiquement de la chimiothérapie. Eh bien, dans ces études, des sous-groupes ont été évalués. C'est bien sûr une étude de sous-groupe, donc avec toutes les réserves nécessaires quant aux conclusions méthodologiques. Mais quoi qu'il en soit, y compris chez des patientes avec localisation viscérale hépatique, le gain en survie est observé, que ce soit dans l'étude Monalisa 3, que ce soit dans l'étude Monalisa 7, avec le ribociclib. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exclusion liée simplement à la présence de localisation viscérale pour l'hormonothérapie avec inhibiteur en dehors, bien sûr, d'une crise viscérale symptomatique très agressive. Donc, pour conclure, aujourd'hui, même si on a encore des études en attente et dont les résultats nous parviendront dans les mois ou années à venir, 4 études ont déjà transmis des résultats de survie globale. L'une avec le palbociclib non statistiquement significative, même s'il y a un trend. 3 avec les deux autres. L'une avec l'abemaciclib dans une population très lourdement
je dirais, au pronostic un peu plus péjoratif parce que hormonorésistante, mais avec un gain en survie globale qu'on appelle pertinent, hein, cliniquement pertinent, comme l'a défini d'ailleurs Lascaux, et 2 études avec le ribociclib dans des situations cliniques variées, confirmant donc le gain en survie globale, même si ces études, comme vous le savez, ne sont pas comparables entre elles, puisque ce n'est pas des études en face-face. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chez une patiente avec cancer du sein RH plus R2-, métastatique, soit secondairement, soit d'emblée, hein, considéré soit comme hormonosensible, soit comme hormonorésistant, première intention, l'hormonothérapie seule n'a plus de place. Il faut l'associer à un inhibiteur de cycline, sauf exception sur lesquelles on pourra revenir lors de la discussion, lorsqu'il s'agit d'une patiente très âgée ou lorsqu'il s'agit d'une forme extrêmement possible métastatique. Mais à 97%, le dernier consensus européen qui s'est tenu en fin d'année dernière avait véritablement mis ce standard d'inhibiteur de cycline plus hormonothérapie, non seulement en raison du gain, comme je vous l'ai dit au tout départ, en survie sans progression, vous doublez le temps que vous allez donner à cette patiente sans progression de la maladie, mais surtout parce que désormais, ça impacte l'histoire naturelle de ces maladies avec gain en survie globale et dans certaines études même une amélioration de la qualité de vie. Je vous rappelle que chez les hommes, c'est la même chose et chez les femmes non ménopausées, c'est la même indication, mais bien sûr, vous les ménopausez chimiquement par un analogue de la LHRH, voire par une ablation chirurgicale des ovaires. Et c'est vraiment plus qu'un consensus, hein, c'est presque 100% d'accord, c'est devenu le standard. Là, toujours pareil, ça vient d'être publié dans les Annals of Oncology 2020. Vous avez justement ces recommandations du congrès sur les Advanced Breast Cancer 5, hein, qui nous montrent avec des scores un peu compliqués, mais avec un niveau de preuve 1A à 100%, que les inhibiteurs de cycline, et notamment le ribociclib, hein, se doivent d'être prescrits en première intention. Enfin, et pour finir, hein, vous avez ici un petit tableau qui vous rappelle que, évidemment, chez ces patientes avec cancer du sein, RH plus R2-, uniquement en cas de crise viscérale ou si vous êtes à bout des lignes d'hormonothérapie, entre guillemets, déjà utilisées antérieurement, c'est-à-dire que là, ça devient un choix par défaut, la chimiothérapie reste de mise. Mais dans tous les autres cas, il faut évaluer en première intention une hormonothérapie, traiter les femmes non ménopausées comme les femmes ménopausées, c'est-à-dire en les ménopausant, et d'emblée, sauf dans le cas où ces inhibiteurs, pour des raisons essentiellement médico-économiques, ne sont pas disponibles, leur proposer soit le fulvestrant, soit un inhibiteur de l'aromatase, associé avec un inhibiteur de cycline, hein, en priorité du fait des résultats aujourd'hui en survie sans progression, mais aussi en survie globale, et il devient difficile, voire coupable, hein, de ne pas le proposer. Tout ça, ce sera ma dernière diapositive, hein, pour espérer que cette présentation que Suzette Delalloge a encore fait, je répète, il y a 15 jours, nous montrant ces résultats un peu, je répète, décevants d'absence d'amélioration de la survie globale au cours des 10 dernières années, mais jusqu'en 2016, et bien pour espérer que ces résultats, dans l'année qui vient ou dans les 2 ans, changent, qu'on rejoigne finalement le seul groupe pour lequel on a modifié l'histoire naturelle, c'est-à-dire les R2+, et que dans ces patientes, hein, R2-, RH+, qui représentent 2/3 hein, des formes avancées aujourd'hui traitées en France, eh bien, on ait les mêmes résultats, c'est-à-dire un impact définitif sur la survie globale dans des données de vie réelle, même si aujourd'hui, je le répète, sur les 7 études disponibles, dont 4 aujourd'hui déjà publiées, eh bien, on a 3 sur 4 qui montrent un impact sur la survie globale. Il est très probable que ces résultats en vraie vie confirmeront donc l'impact sur la survie globale. Voilà, en ce qui me concerne. Merci beaucoup, Éric Charles. On te perdait de temps en temps, hein, ta voix disparaissait un peu. Je pense qu'il y a des Ah, petits problèmes de connexion Internet. je suis Qui, désolé. bon, enfin, tu parlais un peu en 78 tours, hein, donc, mais on t'entendait quand même.